Bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge un peu dans le monde de la rénovation sanitaire et on va se concentrer sur une région précise, Nyon en Suisse. On a comme base des documents qui décrivent les services d'une entreprise là-bas, Hugo Dubois. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça, comprendre ce qu'il y a derrière les mots comme transformation de salle de bain ou dépannage urgent, et puis aussi les règles à suivre. C'est une exploration, je pense, qui peut être utile pour pas mal de monde dans le canton Vaud qui envisage des travaux. L'entreprise dit intervenir partout à Nyon, des plantages jusqu'aux rives du lac. Bon, alors voyons voir ce que ça recouvre concrètement. D'abord, un petit aperçu général. Les sources, elles parlent de rénovation, oui, de transformation complète, mais aussi de choses plus simples, quoi, comme remplacer un lavabo un peu usé ou une vieille robinetterie. Ce qui ressort assez vite, c'est l'accent qui est mis sur le savoir-faire en plomberie et aussi le respect des normes suisses. Ça, j'imagine, c'est un point crucial là-bas. Et puis, il y a cette idée d'une approche sur mesure adaptée aux besoins du client, mais aussi à son budget. Ils insistent pas mal sur le fait de fournir un devis détaillé et transparent avant de commencer quoi que ce soit. Bon, ça peut sembler évident, mais c'est toujours bien de le rappeler, je crois. Maintenant, si on zoome un peu sur ce terme, transformation, ça a l'air de couvrir des projets assez importants, non? Refaire carrément une salle de bain ou une pièce de douche, les exemples sont assez parlants. Pose de baignoire, installation de douche, créer un coin buanderie même, changer un évier, mettre des meubles suspendus, c'est assez large. Ah, et il y a un truc qui m'a interpellé aussi, l'adaptation des toilettes pour les personnes à mobilité réduite, les PMR. Ça montre peut-être une sensibilité particulière, hein? Oui, tout à fait. Cette idée de transformation, elle répond à plusieurs besoins en fait. Il y a l'usure, bien sûr, les mailles de la baignoire qui s'abîment, c'est un classique. Il y a aussi l'envie de moderniser simplement, d'avoir quelque chose de plus actuel, de plus agréable. Mais l'adaptation PMR, comme vous dites, ça va plus loin. Ça touche à l'accessibilité, à l'autonomie à domicile. Ce sont des enjeux de société vraiment importants aujourd'hui. Ce qui est assez frappant dans la description de leur service, c'est cette promesse de prise en charge de A à Z. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le client? Probablement une simplification, j'imagine, moins de tracas, la coordination des différents corps de métier si c'est nécessaire. C'est un argument fort, ça. Et là, le lien avec le devis détaillé, il est essentiel. La transparence sur ce qui est vraiment inclus dans ce A à Z, ça évite les mauvaises surprises et puis ça crée la confiance. Surtout pour des projets qui peuvent coûter cher, hein. Absolument, la confiance, c'est la clé. Et un autre élément vital pour le confort à la maison, c'est le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Les documents pointent du doigt un problème courant, les vieux chauffe-eau. Souvent, ils consomment trop, ils tombent en panne et on se retrouve avec la douche froide. Les solutions proposées, ça va de la simple réparation au remplacement complet ou l'installation d'un nouveau système. L'objectif est double en gros, maîtriser sa consommation d'énergie et puis avoir une production d'eau chaude fiable. Il y a même un conseil qui est donné, se faire accompagner par des plombiers chauffagistes pour choisir le bon système, plutôt instantané ou un ballon classique. On sent que ce choix, il n'est pas si simple. Ah non, il l'est pas du tout. Ce choix, il dépasse la simple préférence perso. Choisir comment on produit son eau chaude, c'est une décision qui a un impact énergétique direct. Un chauffe-eau instantané, par exemple, il consomme uniquement quand on tire de l'eau, alors qu'un ballon, lui, il maintient une réserve chaude en permanence, ce qui veut dire des pertes, même si elles sont minimes. Le dimensionnement aussi, c'est crucial. Un ballon trop gros, c'est de l'énergie gaspillée pour rien. S'il est trop petit, par contre, c'est l'inconfort assuré. C'est vraiment là que le conseil d'un pro prend tout son sens. Il faut aligner la technologie avec les habitudes de vie réelles du foyer. Et puis, de plus en plus, avec une conscience écolo-économique. La question, c'est plus seulement est-ce que j'aurai de l'eau chaude, mais plutôt comment je peux avoir de l'eau chaude de façon efficace et, disons, responsable. C'est vrai. Et cette notion d'efficacité, de modernité, on la retrouve pas seulement dans la salle de bain, j'ai l'impression. Les sources mentionnent aussi les cuisines. Nouveau carrelage, robinetterie plus design, un évier plus pratique. Ça montre bien que la rénovation sanitaire, ça peut toucher plusieurs pièces. Il y a même des équipements un peu plus plaisir qui sont cités, comme les baignoires balnéo. Ou l'aménagement d'espaces buanderie, ça c'est très concret, très pratique au quotidien. Et on retrouve encore cette attention aux besoins spécifiques avec la pose de WC adaptée pour les personnes âgées ou les PMR. Ça revient souvent. Oui, c'est ça. Tous ces exemples, ils montrent bien comment la rénovation suit en fait l'évolution de nos modes de vie, de nos attentes. La cuisine, c'est devenu une pièce hyper centrale. On y investit pour le look, mais aussi pour la fonctionnalité, bien sûr.
La balnéo, c'est cette recherche de bien-être à la maison, une tendance qui se confirme. Et puis l'aménagement de la buanderie, les WC adaptés, ça reflète une vision plus globale du logement. Un lieu qui doit être pratique, oui, confortable, mais aussi qui peut évoluer, qui s'adapte aux différentes étapes de la vie, y compris la perte d'autonomie éventuelle. C'est une approche qui est assez intéressante, je trouve. Ça va au-delà de la simple technique, on est presque dans le conseil en aménagement en fait. Intéressant, oui. Mais bon, la plomberie, c'est pas que des projets qu'on planifie longtemps à l'avance. Il y a aussi les coups durs, les imprévus, et là, les sources mettent en avant un service de dépannage d'urgence, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On imagine facilement les scénarios, hein. La grosse fuite le dimanche soir, le chauffe-eau qui vous lâche en plein mois de janvier, les canalisations bouchées. Le genre de truc qui ne peut pas attendre, quoi. L'entreprise dit intervenir sur toute la commune de Nyon, ce qui est plutôt rassurant pour les gens qui y habitent. Mais il y a aussi un autre aspect, la prévention. Il propose des contrats d'entretien. L'idée, c'est d'essayer d'éviter l'urgence, quand c'est possible. Ah oui, ce duo urgence et entretien, il est fondamental dans ce métier. L'urgence, bon, c'est la réactivité. C'est indispensable. Parce qu'un dégât des eaux, ça peut coûter extrêmement cher, très vite, sans parler de l'inconfort d'une panne importante. Donc, la promesse du 24/7, elle répond à une vraie angoisse. Mais l'entretien, ah là là, c'est souvent le parent pauvre, comme on dit. On hésite un peu à dépenser de l'argent pour quelque chose qui a l'air de bien fonctionner. Pourtant, en entretien régulier, vous savez, détartrer le chauffe-eau, vérifier les joints, nettoyer les siphons, ça permet non seulement de faire durer le matériel plus longtemps, mais surtout, ça permet d'anticiper les pannes. Et donc d'éviter ces fameuses interventions d'urgence qui sont toujours plus chères et plus stressantes aussi. C'est un calcul à faire, vraiment. Ça pose une question intéressante sur notre rapport à la maintenance de notre logement. Est-ce qu'on est plutôt du genre à réagir ou à anticiper? C'est une excellente question. Et toujours dans la catégorie des problèmes un peu cachés, un peu sournois, il y a les fuites d'eau invisibles. Les documents insistent bien sur le danger, des dégâts lents mais sûrs sur la structure même du bâtiment. Les murs, les sols, et puis la facture d'eau ou de chauffage qui grimpe sans qu'on comprenne pourquoi. La solution qui est décrite ici, c'est l'utilisation d'outils modernes. Et surtout, le point important, c'est qu'ils sont non destructifs, pour trouver la fuite sans avoir à tout casser. Ça doit vraiment changer les choses, non? Apparemment, ce service de détection est dispo dans tout le canton de Vaud. Ah oui, absolument. La détection non destructive, ça a vraiment révolutionné la recherche de fuite. On peut dire que c'est fini ou presque l'époque où on cassait les murs un peu au hasard pour trouver d'où venait une simple trace d'humidité. Des techniques comme la caméra thermique, l'écoute électroacoustique, l'utilisation de gaz traceurs, ça permet de cibler l'intervention avec une précision incroyable. Pour le client, ce que ça veut dire, moins de travaux de réparation après coup, moins de dérangements à la maison et souvent une facture totale moins élevée. C'est aussi un signe de professionnalisme de l'entreprise, je pense. Investir dans cette technologie, ça montre une volonté d'être efficace et de respecter l'habitat des gens. Ça transforme une expérience qui pourrait être très pénible en un problème technique beaucoup plus gérable. D'accord, oui, c'est beaucoup plus clair comme ça. Alors, on a parlé technique, urgence. Abordons maintenant des questions très pratiques. Celles qui reviennent souvent et que les sources évoquent un peu sous forme de FAQ. Première question, est-ce qu'il faut un permis de construire pour refaire sa salle de bain à Nyon? Alors, la réponse semble être ça dépend. Pour les travaux intérieurs assez classiques, changer la douche, remplacer les WC, le lavabo, a priori non. Sauf si, et là c'est important, sauf si on touche à la structure porteuse du bâtiment, ou si on change l'affectation de la pièce, par exemple transformer une chambre en salle de bain, ou encore si on agrandit les surfaces habitables. Dans ces cas-là, oui, il faut une autorisation. C'est une nuance à connaître. Deuxième question pratique, très actuelle celle-là, les économies d'eau et d'énergie. Là, les sources nous orientent vers une réglementation spécifique au canton de Vaud, le décret DACED. Apparemment, ce décret oblige à remplacer les chauffages et les chauffe-eau purement électriques d'ici le 1er janvier 2033. C'est demain, 2033. Le but affiché est clair, réduire la consommation d'énergie, encourager les renouvelables et rendre le réseau électrique vaudois plus solide, surtout en hiver.
Ça a des conséquences directes pour les projets de rénovation actuels. Oui, ces 2 points sont vraiment cruciaux. La question du permis de construire, ça clarifie le cadre légal. C'est essentiel pour être en règle, surtout si on est en copropriété ou même locataire. Savoir ce qui est de l'aménagement libre et ce qui demande une démarche administrative, c'est une information de base, mais indispensable. Quant au décret d'AC, ah là c'est fascinant. On voit très concrètement comment une décision politique à l'échelle d'un canton vient s'immiscer dans des choix techniques qui paraissent très personnels. Remplacer son chauffe-eau, ce n'est plus seulement une question de confort ou d'économie pour soi, ça devient en quelque sorte une contribution à un objectif collectif, la transition énergétique, la sécurité d'approvisionnement du canton. Ce décret, il force un peu les propriétaires à anticiper et à se tourner vers des solutions plus durables, comme les pompes à chaleur pour l'eau chaude ou d'autres alternatives aux systèmes électriques directs qui sont très énergivores. Ça complexifie peut-être un peu la décision au moment de rénover, c'est vrai, mais ça l'inscrit dans une perspective à plus long terme, plus responsable. Mm. Si on essaye de synthétiser un peu tout ça, cette exploration des services de rénovation sanitaire à Nyon, à travers l'exemple de cette entreprise Hugo Dubois, ça nous donne une image assez complète finalement. On a vu la rénovation planifiée, salle de bain, cuisine, chauffage, l'adaptation aux besoins spécifiques, comme pour les PMR, la gestion de l'imprévu, avec les urgences 24/7, l'importance de la prévention via l'entretien, et l'apport des technologies modernes comme la détection de fuites non destructives. Alors, qu'est-ce qui ressort de tout ça au fond? Que faire des travaux sanitaires aujourd'hui, c'est bien plus que juste choisir un joli robinet. C'est devoir naviguer entre des normes techniques suisses, assez strictes j'imagine, une attente de transparence, on a parlé des devis détaillés, et puis des contraintes réglementaires de plus en plus fortes, surtout sur le plan énergétique, comme avec ce fameux décret vaudois. C'est exactement ça. La rénovation sanitaire d'aujourd'hui, c'est devenu un acte assez complexe. Ça dépasse largement la simple question esthétique. Il faut jongler avec la technique, la réglementation, permis de construire, normes énergétiques, la prévention des pannes, l'accessibilité, l'efficacité. Et les attentes des clients aussi, elles évoluent beaucoup. On ne cherche plus seulement une solution qui fonctionne. On cherche du confort, du bien-être, et de plus en plus des solutions qui soient respectueuses de l'environnement et économiques à l'usage sur le long terme. Donc, les entreprises du secteur, elles doivent intégrer toutes ces dimensions pour offrir un accompagnement qui soit vraiment pertinent. L'offre qu'on a décrite, elle semble essayer de répondre à cette complexité, en couvrant le technique, l'urgence, le préventif et l'adaptation aux différents cadres, qu'ils soient réglementaires ou sociétaux. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une question qui me vient là en vous écoutant. On a vu l'impact très concret du décret d'Axe sur le choix du chauffe-eau. À votre avis, est-ce que cette tendance pourrait aller encore plus loin? Est-ce qu'on peut imaginer que demain, d'autres règles environnementales, qu'elles viennent du canton, de la Confédération ou d'ailleurs, influencent des aspects de la rénovation qui nous semblent aujourd'hui très personnels? Je pense au choix des matériaux, par exemple, ou à la gestion de l'eau grise, la récupération de l'eau de douche, voire même le design des équipements pour qu'ils consomment encore moins. Où est-ce qu'on placera la frontière entre le choix individuel et l'impératif collectif, jusque dans notre salle de bain de demain? Voilà, c'est peut-être une piste de réflexion pour conclure.